Now I would like to speak to you about our next speaker, Thierry Gouzelan. He is the president of the AROM, the French Association of Orofacial Maxillo Reeducation, Rehabilitation. He will speak to us about the importance of our myofunctional assessments and the use of a score as a tool for interdisciplinary communication. It's a tool that he was developing and that is allowing different kind of procession to base themselves on the same tools to be simply speaking the same language. Because when kinesiotherapists, speech therapists, orthodontists, sleep doctors are speaking about myofunctional disorders, how to know exactly how to evaluate all of that. That's the topic of his work since many years. He was recently releasing this new tool that everybody can use for every scientific study all over the world. And he's also releasing a journal, a scientific journal of l'AROM, available in French. That is Thierry Gouzelan, and he is going to show you all of that right now. Thierry, it's your turn. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette présentation. Merci beaucoup de m'avoir invité à participer à cette conférence internationale et pluridisciplinaire. C'est un plaisir d'être parmi vous. Donc, je vais vous parler de ce petit outil que j'ai développé il y a quelques années, qui est un score d'évaluation sur la dysfonction orofaciale. L'intérêt de cette évaluation, on sait que la rééducation, la thérapie myofonctionnelle trouve sa place dans de nombreux traitements, dans le cadre de la croissance faciale, les traitements orthodontiques, la chirurgie orthopédique, l'apnée du sommeil. Mais pour avoir un traitement efficace, un plan de traitement efficace, tout est basé bien évidemment sur un protocole d'évaluation qui va permettre d'avoir les bons critères. L'autre élément qui m'a poussé à développer cet outil, c'est cet effet pluridisciplinaire de la prise en charge du patient avec une participation dans des équipes aussi bien en lien avec la chirurgie orthodontique, l'apnée du sommeil, et donc avoir un langage commun pour tous ces praticiens, avoir une évaluation commune, un outil d'échange, eh bien, je trouvais que ça manquait. Et c'est quelque chose qui était demandé par pas mal de praticiens. Très souvent, le nœud du problème est présenté comme étant la langue. Et vous verrez que justement, au travers de cet outil, on arrive à avoir une évaluation suffisamment large qui permet d'évaluer au-delà de la langue, bien que ça reste un outil et un élément perturbateur assez important. Mais nous avons des solutions. Le score fait partie justement de ces solutions thérapeutiques. Nous avons également d'autres outils qui nous réunissent justement aujourd'hui et qui peuvent bien nous aider à gérer et à traiter ces patients. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors, un des éléments importants dans le développement de cet outil est quand même, jusqu'à présent, l'évaluation des patients se faisait sur un mode véritablement très subjectif et que sur certains critères. J'ai voulu justement développer cette échelle de manière à avoir un outil pertinent, mais surtout objectif, qui permet d'objectiver, qui permet d'avoir une valeur chiffrée de l'état dysfonctionnel du patient, ce qui permet d'échanger au sein des équipes, de pouvoir faire des études, le patient aussi est content de voir son score s'améliorer. Donc, ça permet de suivre l'évolution du patient, ça permet de pouvoir structurer un traitement et ça permet de pouvoir faire des études pour véritablement objectiver cette dysfonction orofaciale. Alors, comment se présente ce score? Donc, c'est un score de dysfonction orofaciale. Pas mal de personnes qui utilisent, c'est pas moi qui ai choisi de mettre le nom de Gouzelan, le G, c'est parce que des personnes ont voulu gentiment rendre hommage. Donc, c'est pour ça que le score a pris ce nom de GOS-12. Je n'avais pas la prétention de mettre ce nom-là au départ. C'est donc un score de sévérité. Chacun des critères sera basé sur un critère dysfonctionnel. Nous attribuerons le score 1. Un critère qui sera fonctionnel sera scoré 0. Et j'ai séparé en deux ce score. Il pourrait être sur 12 directement. Ce sont 2 chiffres sur 6.
qui permettent de séparer la notion de fonction et la notion de structure. Donc, ce qui permet, en voyant le score, de déjà se rendre compte au premier coup d'œil si on va être sur une problématique plus structurelle ou sur une problématique plus fonctionnelle. Je vous propose de dérouler les différents éléments pour se rendre compte de comment se déroule ce score. Alors, cette première partie dédiée aux structures, le premier point que nous allons aborder, c'est l'extrémité antérieure de la langue qui va correspondre un petit peu à la position de repos lingual. Dans la position de repos, nous savons que l'apex de langue doit être sur la partie antérieure du palais, au niveau des papilles palatines rétro-incisives. La base de langue doit être bien étalée, tout le dos de langue doit être bien étalé sur l'ensemble du palais jusqu'à la partie vélaire. Les lèvres doivent être jointes sans effort. Il ne doit pas y avoir de contact dentaire. Nous sommes sur une inocclusion dentaire au repos avec une ventilation qui doit être nasonasale. Les travaux d'Engel dans ce domaine-là ont bien montré cette position neutre de repos efficace. Ce qui sera donc scoré 0 correspond à ces critères-là. Toute langue sur l'arcade dentaire supérieure, interposée sur le plancher buccal ou en pression dentaire sera scoré 1. Bien évidemment, nous travaillons sur ce point-là en rééducation pour avoir une position corrigée. Le deuxième critère va correspondre à la base de langue. Cette base de langue fait appel au score de mal-empathie modifié, le Freeman Tonk Position, avec les scores 1 et 2, c'est-à-dire lorsque l'on voit la zone amygdalienne, la luette sera scorée 0, et on sait que les scores 3 et 4 de ce mal-empathie modifié sont pourvoyeurs de dysfonction. Donc, lorsque l'on ne voit que le palais mou ou que le palais dur, eh bien, ce sera scoré 1. Un petit exemple, bien évidemment, d'exercice que nous pouvons mettre en pratique. Le troisième point va être ce frein restrictif, ce frein court. Eh bien, je me sers et je vous engage à vous servir de ce test Wilder et Gilesco, qui est un score un petit peu ancien, une évaluation un petit peu ancienne, qui permet de faire le ratio entre l'ouverture complète buccale et l'ouverture avec l'apex de langue au palais. Eh bien, lorsque l'on est sur un ratio supérieur à 50%, on considère que le frein est fonctionnel. En dessous de 50% de l'ouverture buccale, eh bien, nous considérons que le score sera 1 avec un patient dysfonctionnel, dont toutes les ankyloglossies, les freins courts, les freins opérés récemment seront scorés 1. Petits exemples d'exercice. Sur le tonus de langue, qui est le quatrième critère, nous avons ce score 0 sur une langue tonique. Toutes les empreintes dentaires, ces fausses macroglossies, ces immaturités linguales, ces langues très étalées à l'élévation seront scorées 1. Petit exemple sur la première vidéo où on voit cette langue qui a du mal à s'ascensionner. Rappelez-vous qu'en position de repos, la langue doit venir se trouver au palais. Eh bien, on voit la difficulté de la patiente qui est obligée d'étaler énormément sa langue pour l'ascensionner. En bas, nous avons ce phénomène d'immaturité linguale. Vous voyez ce défaut proprioceptif de la langue, ce jeune patient a cette langue très hypotonique, très étalée, et ce défaut de contrôle, il n'arrive pas à toucher la baisse-langue. Ici, ce jeune homme, on lui demande de claquer simplement la langue au palais, de faire un geste vertical de la langue contre le palais. Vous voyez, il diducte, la langue part sur le côté. Ce défaut de proprioception sera scoré 1. Petit exemple d'exercice où on vient travailler le tonus lingual contre résistance sur le palais. Nos possiers de la face, cette problématique labiale, est un autre point structurel. Normalement, les lèvres sont toniques d'un calibre équivalent. Il n'y a pas d'antéversion labiale, il n'y a pas de sillon labié mentonnier marqué. Cette position neutre avec un tonus équilibré sera scoré 0. On voit sur ce score 1 cette lèvre inférieure hypotonique, cette lèvre supérieure en accent circonflexe plutôt hypertonique. Nous allons avoir ici une syncinésie labio-mentonnière. On voit qu'à la demande, lorsque la patiente vient en contact bilabial, eh bien on voit cet effort au niveau des commissures et cette houppe du menton qui vient se contracter, ce petit effet peau d'orange. C'est donc une mauvaise habitude de contraction syncinétique du menton et de la lèvre inférieure. Ici, vous avez l'exemple où la patiente respiratrice buccale vient au contact labial. On voit cette contraction mentonnière et de la commissure labiale. C'est donc cette syncinésie labio-mentonnière contre laquelle il faut agir.
est traité. Vous avez ici deux petits exemples d'exercices qui vont permettre de descendre la lèvre supérieure, de tonifier cette lèvre inférieure et surtout de relâcher le menton. Là aussi, nous avons un autre outil qui nous réunit ce jour, le Froggy Mouse, qui est un outil très pertinent pour arriver à chanter cette syncynésie et retrouver un équilibre fonctionnel, notamment labial, et on verra que ça nous aidera aussi dans d'autres cas. Le dernier point, le sixième point, va concerner les articulations temporomandibulaires. Eh bien, nous allons évaluer aussi bien la douleur, les bruits articulaires, les tensions musculaires, les latérodéviations, les limitations d'ouverture. Eh bien, dès qu'un de ces signes sera présent, ces signes cliniques, nous aurons un score de 1. Si l'ouverture est fonctionnelle, non douloureuse, complète, eh bien, nous aurons un score à 0. Ici, un exemple de mouvement en baïonnette sur une luxation discale réductible. Et donc, nous avons le premier chiffre sur 6, la première partie du score est remplie. Nous allons aborder la deuxième partie qui va concerner l'abord fonctionnel, donc le deuxième chiffre sur 6 du score. Le premier critère sera la déglutition. Normalement, une déglutition fonctionnelle se fait en intercuspidation dentaire, en occlusion complète, une langue au palais qui va générer un mouvement d'ondulation péristaltique et qui va chasser le bol alimentaire ou les liquides ou la salive dans l'oropharynx. Tout signe clinique montrant cet effet, vous voyez, de tétouillage avec cette aspiration péribuccale, cette contraction des pauciers excessives, cette contraction du mentalis, de la houppe du menton, eh bien, tous ces mouvements signent une pulsion linguale antérieure et une aspiration labiale, et donc sont scorés 1. Nous avons ce monsieur qui fait ce mouvement exagéré de la tête par la tension sur la chaîne myoïdienne, cette patiente qui vient interposer également, eh bien, tous ces signes cliniques seront scorés 1. Ici, nous avons une patiente qui va interposer en antérolatéral. Là aussi, ce sera scoré 1. Ici, vous avez cette patiente, on voit la contraction déjà au repos. Quand on vient chanter les lèvres, eh bien, nous avons ce besoin, ce besoin d'aspiration et donc cette incompétence complète à la déglutition, tellement elle a ce besoin de succion-aspiration. Le dernier point sur la déglutition que je voudrais aborder, c'est ce jeune homme qui est en plein exercice. Et vous voyez, il arrive à faire l'exercice, mais hélas, on voit que le mouvement n'est pas du tout automatisé. Et ça aussi, ce sera scoré 1, tant que nous n'avons pas une automatisation de la correction. Le mouvement doit être correct, mais comme toutes les fonctions, on doit avoir une automatisation. Eh bien, nous retrouvons, là encore, notre Froggy Mouse, qui est un outil très intéressant pour chanter cette aspiration labiale et donc redonner une compétence à la déglutition, retrouver une fonction de déglutition équilibrée, donc contribuer à harmoniser l'ensemble fonctionnel du patient. Nous avons ce deuxième point fonctionnel qui va être la phonation. Alors, cette interrelation avec ce côté fonctionnel et structurel fait que nous voyons sur cette patiente la langue qui vient s'interposer. Ici, nous avons ce jeune patient qui, sur la phonation, vient aspirer avec les lèvres et régulièrement propulser en avant. Nous avons cet effet de stase salivaire. En bas, je vous laisse apprécier l'abord dysfonctionnel, je ne le commente pas. À gauche, nous avons ce jeune patient dysfonctionnel qui est en pleine rééducation. Nous voyons l'effort qu'il arrive à faire pour commencer à corriger, même si nous avons encore un peu d'étalement latéral, un peu de crispation. Nous travaillons sur la phonation en rééducation pour basculer sur 0. Le côté respiratoire, donc normalement, une ventilation doit être nasonasale, exclusive, toute respiration buccale, mixte, tous les symptômes nocturnes de sécheresse buccale, bavage nocturne, hypersialorée nocturne, etc., seront scorés 1, surtout si un SAS, une apnée du sommeil, est déjà diagnostiqué. Deux petits tests très intéressants, le test de Rosenthal, qui va demander 15 cycles respiratoires en nasal. Nous voyons cette jeune patiente qui, malgré une liberté, une perméabilité nasale complète, va avoir ce besoin, vous voyez, tirage costal, ouverture labiale au bout de quelques secondes, et donc une respiration buccale qui revient sans cause particulière, à part cette mauvaise habitude. Ici, nous avons ce patient qui a cet effet de collapsus narinaire à l'inspiration, ce pinch nose. Tout ceci va nous amener à scorer 1.
Le dernier point, pardon, l'avant-dernier point va consister à la mastication. La mastication, normalement, est bien évidemment non douloureuse, mais doit être unilatérale alternée, ce qui est un facteur d'équilibre fonctionnel et de croissance harmonieuse au niveau facial. Tout ce qui va nécessiter des efforts, des douleurs, des mastications, soit bilatérales complètes, soit majoritairement unilatérales, eh bien, sera scoré 1. L'abord parafonctionnel, tout ce qui va être succion digitale, persistance de la succion au niveau des tissus, les sucettes, les doudous, tout ce qui va correspondre à la labiophagie, jugophagie, l'onychophagie, les ongles, le bruxisme centré, excentré, tout ceci sera scoré 1. Et le dernier point va correspondre à la posture. La posture, essentiellement dans le score, nous allons nous intéresser à la posture cervicale, l'antéposition notamment cervicale, cette posture antépositionnée de la tête et du cou, cet enroulement cervico-scapulaire sera scoré 1. Ici, vous avez un schéma de l'interconnexion de cet appareil musculaire hyoïdien, ces chaînes hyoïdiennes, qui donne cette interaction très riche au niveau de la base du crâne, de la mandibule, de la langue, de l'appareil viscéral et du reste de la posture. Et bien, cette antéposition cervicale sera scorée 1. Et on sait bien, et notamment le travail de Fabio Scopa qui a décrit ce glossopostural syndrome, nous amène bien évidemment à ce côté ventilatoire, respiratoire, postural, surtout pendant la croissance de l'enfant, mais en tout cas, seront scorés 1 essentiellement la partie cervico-scapulaire. Nous arrivons donc à ce score complet basé sur 2 chiffres. La première partie structurelle, la seconde partie fonctionnelle. L'ensemble nous donne donc un score à 2 chiffres qui va nous permettre de structurer l'ensemble avec un outil facile d'usage, surtout pour des professionnels libéraux qui sont face à leurs patients, qui ont besoin d'outils pratiques, qui permet d'avoir une vision globale qui permet donc de communiquer au sein des équipes pluridisciplinaires. Le fait de connaître le score permet, même si un professionnel ne le pratique pas, le fait de le connaître va lui permettre, lorsqu'il reçoit des comptes rendus, lorsqu'il reçoit son patient, même si lui ne score pas, au premier coup d'œil, saura en effet quelle est l'importance de la dysfonction du patient. Nous avons donc une valeur objective de ce score, de cette dysfonction, et ça permet donc de pouvoir mener des études, de suivre le patient au cours de son traitement, et ça motive le patient également de voir son score s'améliorer. Donc, un intérêt de scorer et d'évaluer objectivement l'ensemble. Juste quelques petits exemples. Vous voyez, sur un patient en traitement orthodontique, nous avons un score de 4,4 avec cette interrelation des différentes dysfonctions orofaciales, et ça permet de voir que nous avons également un début d'atteinte structurelle. Ici, nous avons un patient sur une dysfonction temporomandibulaire traumatique où on voit un score qui est beaucoup plus light, beaucoup plus léger, puisque nous avons en effet une atteinte au niveau de l'articulation temporomandibulaire et une problématique masticatoire. Ici, nous avons un patient qui va avoir une atteinte assez sévère, puisque c'est un patient qui est en pré-chirurgie orthodontique, qui va donc avoir non seulement un contexte dysfonctionnel important, mais qui va avoir une atteinte structurelle osseuse de dysmorphose associée, puisqu'il va après, bien évidemment, bénéficier d'une chirurgie orthognathique bimaxillaire. Voilà, donc ça permet de se rendre compte que le score échelonne en effet et représente bien la réalité de l'état dysfonctionnel d'un patient. Le score est utilisé de plus en plus. On voit que différentes professions comme les kinésithérapeutes, les orthophonistes en France, il vient d'être traduit en italien. Nous avons également un usage en Asie, aux États-Unis, en Belgique. Voilà, donc le score est utilisé de manière un peu universelle, pas suffisamment. Donc il est à votre disposition et je resterai bien évidemment à votre disposition pour vous le fournir avec le livret explicatif de manière à ce que vous puissiez vous en servir avec grand plaisir. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie également pour votre invitation. J'espère que ces éléments vous apporteront un outil supplémentaire dans votre pratique. Et je suis persuadé que ce congrès des Fungi Days sera une
réelle réussite, est une réussite, et que c'est le début d'une grande collaboration et de plein de projets à venir. Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition pour des questions si besoin. Merci beaucoup. Thierry, merci infiniment pour cette conférence. Une question très rapide que je pense que beaucoup de personnes se posent. À partir de combien dans le test considère-t-on qu'il faut rééduquer? Est-ce 1, est-ce 3, 4, en un chiffre? Alors, bien évidemment, le score de 3, vous en doutez, sur 6 est intéressant. C'est un petit peu la base de ce qui va déterminer rééducation par rééducation. Après, bien évidemment, le score, et c'est un petit peu les exemples que je vais donner, s'inscrit quand même dans un tableau clinique global et il ne faut pas perdre de vue le patient. Et donc, le score se fait dans un contexte. Donc, c'est l'ensemble et le jugement du correspondant, du praticien qui va bien évidemment déterminer tout ça. Nous sommes là aussi aux prémices d'études et qui vont permettre d'avoir des valeurs peut-être plutôt normatives, voire prédictives. Mais plus de personnes s'en serviront, et bien plus on aura de valeurs et de retours par rapport à tout ça. Et donc, on affinera l'expérience, bien évidemment, au fur et à mesure. Eh bien, écoutez, je reste à votre entière disposition pour échanger donc sur le launch de la plateforme et puis sur le groupe Facebook. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations, pour participer à des études, etc. N'hésitez pas à me contacter. À très vite. Thank you once again, Thierry, for this lecture. It is very important, I think, to say how important tools like that, to have a score that different professions, different practitioners from different countries can agree about how much it is important, because there is no real test like that on the literature that is evidence-based and that is making a consensus that everybody can be using. So that's why having also French people having the courage to launch a new tool like that to help the collaboration, international collaboration between countries, between different fields to work on the myofunctional disorders, it's something very important. Thierry is very open to speak to about that to everybody that would like to use that in scientific studies. Making tools like that is really having one point: making scientific studies, helping the research, and making the myofunctional research going further. So that's why you can all contact Thierry if you are having any question about that. And of course, I'll ask all the questions that you might have on the Facebook group, like for all the other speakers. Thank you so much, Thierry, for that.